Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Et si vous changiez de vie ? La Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire plein de promesses, dynamiques, de grands espaces naturels, des activités multiples, la convivialité, la gourmandise, la fête. C'est aussi un territoire qui compte plus de 5000 entreprises à reprendre. Alors, si vous cherchez à devenir votre propre patron ou si vous êtes entrepreneur à la recherche d'un nouveau projet, le 30 novembre à Paris, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine organise une journée autour de la reprise d'entreprise. La région accueille plus de 500 000 TPE ou PME et plus de 100 000 dirigeants qui ont plus de 50 ans. Le 30 novembre, venez découvrir plus de 5000 entreprises, tous secteurs confondus, à reprendre en Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez rencontrer et échanger avec des conseillers et experts en transmission d'entreprise qui sauront vous informer sur les aides financières existantes, les démarches et les formations. Ils vous proposeront un accompagnement personnalisé, quel que soit votre profil. Vous pourrez également échanger avec des territoires qui répondront à toutes vos questions sur votre nouvelle vie en Nouvelle-Aquitaine et l'accueil qui vous sera réservé en famille. Alors rendez-vous gratuitement le 30 novembre 2023 à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, située au 21 rue des Pyramides à Paris. Retrouvez plus d'informations et inscrivez-vous gratuitement sur www.tinyurl.com/reprise sans S NA. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Justine Bossard. Après avoir travaillé dans la production de photos et vidéos dans la mode pendant 7 ans, Justine est devenue designer floral à son compte avec le studio Nebia. Elle design des projets fleuris pour des showrooms, des événements de grandes marques, du secteur du luxe et de la mode. Justine travaille notamment avec la marque Make My Lemonade. Justine est suivie par plus de 16 000 abonnés sous le pseudo Nebia Studio sur Instagram. Après le bac, Justine se lance dans des études de communication par hasard après avoir fait une rencontre dans un salon étudiant un samedi après-midi. Elle travaille ensuite en agence pendant 7 ans, à Paris, puis à Milan, et s'occupe de l'organisation de shootings pour des gros clients comme Vogue, Chanel, Cartier. Un métier difficile, car on n'est jamais félicité quand ça se passe bien, mais c'est toujours de notre faute quand ça se passe mal, comme Justine nous le raconte. Justine vit mal la pression et prend trop à cœur son métier. C'est à l'âge de 30 ans que Justine a le déclic pour changer de vie. Elle rencontre un fleuriste qui lui propose de la prendre en extra le week-end. Justine se découvre alors une véritable passion et décide de passer le CAP fleuriste à distance via le CNED. Aujourd'hui, Justine a ouvert son propre studio de design floral, Nebia Studio, depuis 2021. Elle vient de sortir son livre « Design floral » aux éditions Erol, un guide pratique sur le métier de designer floral. Alors avec Justine, on a évoqué sa carrière dans la production de photos, vidéos, dans la mode. À quel point c'est difficile quand on prend trop à cœur son métier. Sa vie à Milan, sa passion pour le design floral, la différence entre fleuriste et designer floral, la sortie de son livre, comment faire face au syndrome de l'imposteur et ses projets pour Nebia Studio. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Justine. Bonjour Justine, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Salut Claire Virose, merci à toi. Je suis ravie aussi d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, donc je m'appelle Justine Bossard, j'ai 36 ans, je vis à Annecy, donc en Haute-Savoie. Je suis la maman d'une petite fille de 1 an qui s'appelle Alda et j'ai créé le studio de design floral Nebia il y a maintenant 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi. Alors, j'adore ce que tu fais. C'est vraiment on appelle ça des designs floraux parce que justement, c'est vraiment des œuvres d'art hein, quand on regarde. Et c'est très coloré. Donc, Ouais. moi, j'aime beaucoup. Donc, ta page Instagram pour les auditeurs qui voudraient aller voir dès maintenant, peut-être, ça s'appelle Nebia Studio. Et donc, c'est une reconversion. Donc, tu ne faisais pas ça avant. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ton premier métier ? Oui, bien sûr. Alors, je suis fleuriste depuis à peu près 5 ans maintenant, donc c'est effectivement une reconversion. J'ai créé mon entreprise depuis 2 ans et demi, mais avant ça, j'ai eu une période de formation
on reviendra sur le sujet. Et puis, j'ai aussi été salariée pour d'autres fleuristes. Avant ça, je travaillais plutôt dans le secteur de la publicité communication, dans un département assez particulier qui s'appelle la production photo et vidéo et l'achat d'art. J'ai fait ça pendant à peu près 7 ans à Paris et puis ensuite à Milan, parce que j'ai habité à Milan avant d'être à Annecy. Donc j'ai fait ça à peu près 7 ans à la suite d'études dans la communication. Donc j'ai fait un BTS communication et puis ensuite une école de communication et je suis restée dans le secteur d'activité. Et comment tu avais choisi? Parce que ça ressemble déjà un peu à un métier passion. Alors oui, comment j'avais choisi? Ça, c'est une bonne question. Alors moi, j'étais plutôt une bonne élève en école primaire, au collège, au lycée. Enfin, j'étais plutôt voilà une bonne élève, mais j'ai jamais eu une vision précise de ce que je voulais faire après. J'avais des choses qui m'intéressaient plus ou moins dans mon parcours scolaire. J'étais très bonne dans toutes les matières plutôt littéraires. J'étais passionnée par l'art plastique, le bricolage. Petite, je faisais toujours plein de choses manuelles à la maison. Et j'ai beaucoup été poussée par mes parents pour exprimer ma créativité en fait petite. Au lycée, voilà, j'étais en filière littéraire. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais c'était option légère et option lourde d'art plastique. En gros, j'avais beaucoup d'heures d'art plastique par semaine. Et j'ai passé mon bac avec l'art plastique qui a beaucoup compté, notamment qui m'a permis d'avoir une mention que j'aurais jamais eue si j'avais pas fait d'art plastique. Donc voilà, j'étais très portée sur tout ce qui est créatif. Mais je dois dire qu'à l'époque, j'avais pas vraiment idée de ce que pouvait être concrètement un métier créatif. Et j'avais pas du tout idée de ce que je voulais faire après le bac. Donc je me rappelle que c'était un moment assez stressant toute cette période de lycée parce que on te demande ce que tu veux faire et toi tu sais pas en fait. Et j'avais écumé les forums des métiers, pris des rendez-vous avec des conseillers d'orientation. Ça m'angoisse d'en Oh reparler non des mais moi forums aussi. étudiants où Non tes mais quelle parents ils horreur. te traînent le samedi. Horreur, horreur, horreur. Et donc, figure-toi que c'est sur un forum des métiers que j'ai décidé de ce que j'allais faire plus tard, mais tout simplement parce que je me suis retrouvée à un stand avec des élèves d'un BTS communication de Marseille. J'ai fait mes études j'ai grandi dans les Hautes-Alpes et donc ensuite je suis allée à Marseille pour mes études dans un premier temps. Et donc ils avaient été assez persuasifs et ils m'avaient présenté leur filière. Je les avais trouvés sympas et je m'étais dit, bon, ben voilà, je vais faire ça. Mais voilà, toute ma première vie professionnelle a été décidée en cet instant précis au Forum des métiers. Quand il t'a parlé des soirées étudiantes. Je sais pas ce qui m'a convaincue. Non, je m'étais dit, ouais, la communication, il y a quelque chose de créatif. En même temps, ça me parlait concrètement. Enfin, j'avais idée de ce que c'était la pub, ce que c'était la com. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose d'assez créatif. Et donc, ouais, je me suis orientée là-dedans. Mais je t'avoue que peut-être que si à l'époque, on m'avait parlé d'autres métiers, c'est que j'avais pas, dans ma famille ou dans mon entourage, d'exemples de modèles, de personnes qui avaient, je sais pas, fait des métiers de design ou enfin j'avais personne autour de moi qui pouvait me dire concrètement ce que pouvaient m'ouvrir ces portes-là. Donc j'ai un peu voilà choisi toute seule. Mais donc tout s'est joué à cet instant précis. Et parce que tes parents, ils faisaient quoi? Alors mon papa, il travaillait maintenant, il est à la retraite pour l'éducation nationale, mais plutôt voilà très terre à terre, des métiers. Il a été instit et puis ensuite il a fait autre chose. Il a organisé des formations pour adultes pour le Greta. Et ma maman, elle était plus dans le secteur du tourisme, l'accueil d'enfants et puis ensuite avec mon beau-père, ils ont eu un hôtel. Donc rien à voir avec des métiers créatifs. Même si j'ai pas eu des parents ils m'ont toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais. Et en fait, voilà, les options étaient tellement grandes que j'avais vraiment voilà, toutes les possibilités devant moi. Ils m'ont jamais forcé à faire des choses que je n'aime pas et ils m'ont toujours soutenue dans tous mes choix, même après pour la reconversion. Et ça a été aussi super important de savoir que même si j'étais adulte à l'époque de ce choix-là, j'avais quand même l'aval de mes parents qui croyaient en moi, quoi. C'est intéressant parce que souvent dans les témoignages qu'on a, c'est des personnes très créatives et leurs parents les ont bridées en leur disant bah non, ça c'est pas assez sérieux. Donc comme quoi, avec ton témoignage, on se rend compte que même quand on a des parents qui encouragent cette créativité, c'est quand même difficile de trouver. C'est difficile quand, oui, quand t'as pas ce rôle modèle ou quand t'as pas de référence précise, en fait. Moi, à part ma prof d'art plastique que j'adorais, voilà, c'est tout ce que j'avais pas vraiment idée de des métiers créatifs derrière. Et peut-être qu'aussi j'étais pas assez mûre à l'époque pour me renseigner moi-même ou tu vois, je pense clairement que j'étais pas assez mûre à l'époque pour pouvoir prendre ce genre de décisions et pouvoir faire ses propres réflexions, quoi. Donc oui, si au salon des métiers d'Aix-en-Provence, j'avais rencontré
quelqu'un d'autre qui m'avait parlé de son parcours et enfin, tu vois, j'aurais peut-être épousé une autre voie, quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Donc j'ai fait cette première formation en BTS à Marseille, dans un lycée qui forme les BTS. J'ai commencé à faire des stages en agence de publicité. Et puis petit à petit, en fait, dans cet univers très large qui est la communication, j'ai commencé à comprendre quelles étaient les voies qui m'intéressaient le plus ou le moins. Donc j'ai fait des stages notamment dans un service qui s'appelle le planning stratégique, qui est vraiment le service où tu conceptualises les projets de campagne, qui m'a pas vraiment plu. C'était créatif, mais c'était pas assez concret pour moi. Oui, parce que c'est ceux qui rédigent les briefs, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. donc c'est très écrit, en fait. Tu as des idées, mais tu réalises pas. Ouais, enfin, tu réalises, non, pas vraiment. Ensuite, c'est d'autres personnes qui réalisent. Il y a beaucoup de recherches, d'études de marché, de veille concurrentielle. Ça me plaisait sur le papier, mais dans les faits, quand je suis arrivée dans un planning stratégique, je trouvais ça passionnant, mais je me voyais pas là. Ouais, toi, t'imaginais un peu, on est dans un bureau, on écoute de la musique, et puis voilà, on sort toutes les idées par la Ouais, tête, alors qu'en exactement. fait, Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Il faut rédiger des PowerPoints avec beaucoup d'informations, synthétiser beaucoup de choses. Donc c'était beaucoup moins comme j'imaginais. Et ensuite, donc, d'abord, j'ai fait un petit break de 1 an dans mes études parce que je voulais résoudre un problème qui me suivait depuis des années, qui était mon niveau d'anglais que je trouvais vraiment insuffisant. Donc après ma formation à Marseille, j'ai vécu à Londres pendant 1 an où j'avais arrêté les études et je me suis donné 1 an pour apprendre l'anglais, chose que j'ai faite, mais bon, à Londres, on fait aussi beaucoup la fête, donc j'ai fait les deux. J'ai appris l'anglais en faisant la fête. oui, après, c'est peut-être de là d'où te vient le goût des couleurs, hein. Oui, peut-être aussi d'ailleurs, parce que ça me fait penser à une anecdote que je te raconterai après. Donc j'ai passé cette année à la Londres qui était vraiment super où j'ai appris l'anglais, où j'ai rencontré plein de monde, des gens qui venaient de plein de pays différents parce que c'est une ville très cosmopolite et quand on a 20 ans à Londres, on rencontre plein de monde. Donc c'était chouette. Et l'objectif après cette année, c'était de passer des concours pour rentrer dans une école de communication à Paris. J'en visais une en particulier dont j'ai raté le concours, mais j'en ai réussi d'autres, donc tout va bien. J'ai quand même eu une voie dans une école après. Et donc, ouais, Londres, ça a été vraiment un moment où j'ai vraiment grandi. Je pense que dans ta vie, en tout cas dans la mienne, j'ai vraiment des étapes qui m'ont fait changer, grandir. Je dirais que Londres, ça a été une étape qui m'a vraiment changé. Donc, je suis rentrée à Paris avec un look pas possible. Et c'est là que commence mon histoire particulière avec les couleurs. Et j'ai intégré cette école de publicité. Et là, j'ai continué à explorer un peu ce monde-là. Et c'est là que j'ai découvert le métier d'acheteuse d'art, acheteur d'art, qui est en fait en agence de publicité la personne qui va trouver les talents qui vont permettre de réaliser concrètement des images. Donc ça peut être des photographes, des illustrateurs, des vidéastes, ça peut être voilà, plein de talents comme ça. On peut aller plus loin aussi en cherchant, je sais pas, s'il te faut un tigre pour une campagne de publicité, un dompteur de tigre, enfin voilà. Donc ce département, achat d'art production, c'est vraiment un département qui va permettre à une idée créative de se réaliser concrètement avec des équipes qui permettent de réaliser ce projet. Et ça m'a passionnée. Dès après le brief, en fait, après le planning strat, une fois qu'ils t'envoient le brief. Ouais, après que les créatifs aient réfléchi sur la campagne, qu'ils aient décidé d'un concept concret qui a été vendu au client, une fois que la campagne, en fait, elle est ficelée, tout est fait, le client l'a acheté, entre guillemets, on fait appel au planning strat, à l'achat d'art production pour derrière vraiment mettre en œuvre cette campagne. Donc ça veut dire aussi toute la partie budget, budgétiser ce que ça coûte de réaliser cette campagne. Donc voilà, il y a une partie assez créative sur on recherche tous les saltimbanques qui vont nous permettre de réaliser cette campagne. Et il y a une partie très concrète aussi de tarification qu'il faut être capable de faire. Donc j'ai fait un premier stage passionnant dans ce département achat d'art, dans une agence qui s'appelle Grey Paris, avec une maîtresse de stage euh, que j'adore aujourd'hui, mais qui est en fait c'est quelqu'un avec un très fort caractère et qui était très exigeante. Et au départ, je l'ai pris comme quelqu'un de très dur, mais finalement, c'était de l'exigence qu'elle s'appliquait à elle-même et qu'elle a appliqué aussi aux autres. Nos débuts ont été un peu difficiles, où moi, je me suis retrouvée face à quelqu'un de très présent et très exigeant. Et puis ensuite, j'ai adoré cette personne et elle m'a vraiment formée à ce métier-là. Et à la suite de ce stage, en fait, j'étais en première année de master, j'ai arrêté donc à bac+4. J'ai pas fait le bac+5. À la suite de ce stage, j'ai décidé de travailler en fait, parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé vraiment ce que je voulais. Et je suis sortie de ce stage et j'ai commencé à envoyer mes CV et j'ai commencé à bosser.
Et t'as trouvé un job tout de suite? J'ai trouvé un job tout de suite, ouais. J'ai trouvé un job assez facilement. Enfin, facilement, pas facilement, mais disons que j'ai Relativement. relativement rapide. Mais parce que j'avais aussi ce stage qui avait duré très longtemps et parce que je visais, enfin, je savais ce que je voulais en fait et j'aimais ce que je faisais à l'époque. Et donc, mon premier poste à la suite de ce stage, ça a été une petite boîte de prod où là, je faisais vraiment de la production photo, c'est-à-dire que photo et vidéo, c'était que j'étais vraiment opérationnelle. Il n'y avait plus vraiment ce côté on propose des talents. Et après, je suis rentrée dans une grosse agence de publicité qui avait un département de production en interne. Donc en fait, en interne, on concevait les campagnes de nos clients. Et je suis restée dans cette agence 3 ou 4 ans. Et ensuite, j'ai gravité un peu autour de tous ces métiers qui sont l'achat d'art, la production. J'ai été en agence de photographe où là, en fait, au sein d'une agence de photographe, on a un panel de photographes dont on s'occupe et dont il faut gérer et la carrière, entre guillemets, en essayant de trouver des opportunités avec des nouveaux clients et dont il faut gérer aussi les productions. Quand ils doivent produire des images, on les aide en support technique. Et donc, tu as fait ça pendant 7 ans à peu près en Ouais. tout. Tu as bossé notamment pour des grosses agences, comme tu le dis, et tu as travaillé pour des gros clients. Alors, on peut citer Vogue, Chanel, Cartier. Comment ça se passe quand on travaille pour de si gros clients? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup, qui intrigue? Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, il y a beaucoup de quand on travaille avec des gros clients, il y a beaucoup d'étapes de validation. Je le vois même aujourd'hui en tant que designer floral parce que je continue à travailler avec des grosses marques ou des marques plus petites d'ailleurs. Quand on travaille avec des petites marques, avec un directeur artistique en interne, on a accès directement à la personne qui a besoin de notre service et les choses se font très rapidement. Quand on travaille avec des grosses machines, il y a beaucoup de services et de départements qui rentrent en jeu et qui parfois rentrent en conflit. Il y a beaucoup d'étapes de validation, donc c'est vraiment des grosses machines, des gros process. L'avantage de travailler avec des gros clients, c'est qu'il y a beaucoup de moyens et que du coup, ça nous permet de travailler sur des campagnes qui permettent de faire plein de choses. Donc ça, c'est chouette. Mais parfois, quand on travaille avec des petits clients, avec des petits budgets, ça nécessite aussi de trouver des astuces. En fait, j'aimais bien à l'époque, j'aimais bien les deux cas de figure. D'un côté, tu avais les gros clients luxe qui, là, déroulent avec des budgets qui sont confortables. Et d'un autre côté, des budgets plus enfin, comment dire, plus restreints, mais pour lesquels c'est quand même chouette de travailler parce que là, ça te demande vraiment d'être ingénieux, de faire marcher ton carnet d'adresses. Potentiellement, tu sais qu'il y a quelqu'un avec qui tu as bossé sur un gros projet qui pourra peut-être te rendre l'appareil en te faisant une fleur pour travailler sur ce petit projet. Enfin voilà, les deux cas de figure étaient assez chouettes. C'est plus la créativité pure, quoi. Oui. Et c'était stressant de travailler pour de si gros clients? Eh bien oui, c'était stressant. Mais c'est pas tant le fait de travailler pour un gros ou un petit client qui est stressant dans ce métier. C'est juste le fait que, en fait, au final, la production, quand tu travailles en prod, ton métier, c'est de gérer des problèmes. Et quand tu les gères bien, personne se rend compte qu'il y avait des problèmes et tout va bien. Et en fait, on te remercie pas parce que c'est normal que ça aille bien, c'est ton job. Ils se félicitent entre eux en disant: «Ah, le photographe était génial!» Mais c'est pas grave, mais c'est aussi ton rôle. Donc, il faut apprendre à ne pas chercher la validation de tout le monde et juste à être content que ça se soit bien passé. Et quand ça se passe mal, du coup, là, ben, c'est ta faute, par contre. Parce que t'as bien fait ton job. Et je l'entends, hein. Et ça, c'est par contre, je trouve un peu plus difficile moi, j'avais un peu de mal au début. Alors après, avec les années, j'ai réussi à m'en détacher parce qu'au final, c'est jamais vraiment de ta faute. C'est juste que, voilà, la situation fait que tu n'as pas trouvé de solution. Mais au début, je prenais les choses très à cœur et ça me stressait beaucoup. En fait, j'étais très stressée. Quand il y a quelque chose qui allait pas, ça me contrariait. Je pouvais ne pas endormir. Enfin, mais parce que je prenais les Ouais, choses tu très. voulais bien faire. Voilà, tu voulais bien faire. Sauf qu'il faut juste accepter que dans ces situations-là, où de toute façon ton métier c'est de gérer des problèmes, bah il y aura des problèmes plus gros que d'autres. Il y aura des situations dans lesquelles tu trouveras pas d'issue, mais que c'est pas de ta faute, quoi. Et ça remet pas en cause tes capacités et le fait que t'es bon ou pas bon, en fait. Mais ça, c'est quelque chose que tu acquiers, je pense, avec l'expérience et les années. Et je pense que j'ai arrêté ma carrière dans ce milieu-là avant d'avoir acquéri cette capacité-là de détachement. Quand j'ai arrêté, je prenais les choses moins à cœur qu'avant, mais je les prenais quand même un peu à cœur. Il y a encore des situations qui me déstabilisaient. Il y a encore des nuits où je dormais pas parce que j'avais pas résolu un problème. Et de toute façon, ce qui est idiot, c'est que les problèmes, tu les résous jamais la nuit parce que tu te fais des montagnes. Donc, à la fin de ces 7 ans, j'avais un peu progressé, mais le chemin n'était pas encore totalement parcouru. J'étais encore
assez stressée, pour être honnête. Après, franchement, je sais pas. Je pense que vraiment, c'est une question de personne. Et je pense que peut-être aussi t'as arrêté parce que tu t'es dit, voilà, moi, c'est impossible pour moi de devenir comme ces personnes-là qui sont, tu vois, indifférentes, détachées. Moi, je pense pas qu'on puisse toutes, enfin, tous et toutes devenir, se détacher. Je pense que certaines personnes, c'est leur personnalité, elles prennent les choses à cœur et ça sera toujours comme ça. Et il faut justement essayer de trouver un job où ça va, tu peux vivre avec ça, quoi. C'est vrai. Et ce qui est très drôle, c'est que le jour où j'ai dit à la boîte dans laquelle je travaillais que j'allais arrêter, c'était lors du point annuel que tu fais avec ton manager. Ah oui, t'avais attendu le point. Il tombait au bon moment. Et en fait, moi, j'arrivais en leur disant que j'allais arrêter. Eux arrivaient avec une liste de choses que j'avais bien faites et une liste de choses sur lesquelles je devais m'améliorer. Et une liste et un point sur lequel je devais m'améliorer, c'était encore 7 ans après, le fait que, selon mon manager, je prenais encore les choses trop à cœur. Et donc là, je me suis dit, en fait, oui, enfin, bon, ouais, Oui, et arrêtons-nous. puis, est-ce que d'un côté, tu as envie de devenir cette personne indifférente aussi? Parce Non, que, ouais, je trouve qu'aussi quand tu es détaché, tu es aussi détaché des réussites, en fait. Enfin, du coup, tu prends tout tes moins, en fait. mais je pense qu'il y avait peut-être une différence entre prendre, être détaché totalement et considérer que c'est de sa faute. Parce qu'en fait, c'était ça aussi le problème, c'est que juste, à un moment, il faut accepter que les choses ne se passent pas comme le projet aurait voulu qu'elles se passent, mais c'est pas ma faute à moi, Justine, qui est mal travaillée. C'est la faute à la situation. Et ça, j'ai un peu eu du mal à le ressentir, quoi. C'est un petit travail que tu dois faire sur toi. Donc c'est pas forcément du détachement, c'est juste considérer que ben t'es pas le coupable. Ouais. T'es pas Dieu, t'es pas la solution à tous les problèmes. T'es pas voilà, c'est comme ça. Tu es juste un être humain. Et tu as eu un élément déclencheur, voilà, le shooting de trop où ça s'est mal passé, c'était encore ta faute et tu t'es dit: «Bon, écoute, là, c'est bon, moi, j'en ai marre». Ça a pas vraiment été comme ça. C'était plus mon dernier job dans la communication. Donc j'étais à Milan. Je travaillais dans une super chouette agence avec une très bonne ambiance, vraiment des collègues que j'aimais beaucoup, une culture d'agence que j'aimais beaucoup. Mais mon job avait vraiment beaucoup changé. En fait, auparavant, je travaillais sur des grosses campagnes et là, c'était une agence beaucoup plus sur le digital. Donc il y avait beaucoup de contenu à produire, mais du coup je rentrais pas dans les sujets. J'étais vraiment une sorte de, je manageais à peu près toutes les campagnes qu'il y avait en cours. Il y en avait beaucoup, on shootait beaucoup tous les jours. On avait des studios en interne, il y avait des boîtes de production externes qui shootaient aussi à l'extérieur. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de sujets, tellement qu'en fait moi je ne pouvais rentrer vraiment dans aucun. Et je faisais juste un petit passage, je checkais les devis, voir si tout allait bien. Je faisais des meetings avec les personnes qui géraient concrètement les campagnes pour savoir si tout s'était passé. Mais j'avais un rôle plus de coordination, de management général qu'un vrai truc où j'étais les mains dans le cambouis, où je cherchais des solutions. En fait, j'avais fait un pas en avant en termes de carrière, mais j'avais fait un pas en arrière dans ce que j'aimais faire de mon métier. Et en fait, tout doucement, je me suis plus du tout sentie investie dans ce métier-là. Et j'ai commencé à penser à ce que j'aurais voulu faire en vrai dans la vie si j'avais pas rencontré cette personne au ce forum des métiers d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce que j'aurais fait? Et je pense que ça tombait aussi à un moment où j'ai eu 30 ans. Je sais pas quel âge t'as, mais en tout cas, à 30 ans, moi, j'ai vécu comme un premier petit bilan de vie. Et point de vue perso, tout allait bien. Je venais de déménager avec mon amoureux dans cette ville géniale qui est Milan, dans laquelle on se sentait bien. On venait juste de se marier. Enfin, on allait bien, tout allait bien. Le seul truc qui allait moyennement, parce que je vais pas dire non plus que ça allait pas du tout, juste que c'était un peu tiède, c'était mon travail. Et au même moment, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux fleurs. Je m'y intéressais depuis un moment, mais j'ai commencé à comprendre ce que pouvait être un métier, ce que pouvait être mon métier dans la fleur si je me lançais. Notamment parce que moi, mon premier contact avec les fleurs, ça a été sur les shootings. Quand je travaillais encore à Paris, un de mes plus gros clients, celui qui me demandait le plus de temps, c'était un client beauté, enfin cosmétique, sur lequel on faisait souvent appel à des stylistes florales qui venaient pour poser des ingrédients, poser des fleurs. Donc j'avais eu ce contact avec des stylistes florales et je m'étais dit à l'époque, mais ce métier est juste génial. Comment ça peut être possible? Ce métier, c'est juste improbable. On t'appelle pour trouver une fleur rare et tu dois la trouver, l'amener sur le shoot, faire en sorte qu'elle soit mise en valeur. Enfin, j'avais trouvé ça super. Mais à l'époque, en tout cas, je m'étais pas dit, tiens, ça pourrait être mon métier. Je me le suis dit un peu plus tard, quand j'ai fait ce petit bilan de la trentaine. Et exactement au même moment,
comme quoi, hein, parfois les planètes s'alignent bien. Ben, j'ai fait la rencontre d'un fleuriste à Milan qui avait besoin de quelqu'un le week-end pour l'aider. Et du coup, en fait, j'ai vu ça comme une opportunité de me tester un peu sur cette matière première que je ne connaissais pas, qui était la fleur. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui le week-end. Donc, la semaine, j'étais encore en agence et le week-end, je bossais avec lui le samedi, dimanche. Et je me suis testée, je me suis laissée comme ça quelques mois pour faire mûrir aussi mon projet dans ma tête, parce que c'était quand même très flou. Et puis tester concrètement le métier de fleuriste en boutique, même si je savais que la boutique c'était pas forcément ce qui me plairait au final. Je voulais déjà commencer par cette porte d'entrée là. Et alors, comment c'est concrètement? Parce que c'est un métier qui est assez physique, hein, quand même, le Ouais, métier de fleuriste, qu'on n'imagine pas vraiment. non. Bah, déjà, il faut savoir que quand tu commences en tant que fleuriste en formation, très très souvent on te fait pas faire des bouquets tout de suite. Tu ne touches pas les fleurs tout de suite. Enfin, tu les touches, mais pas pour faire des choses très créatives, quoi. Donc au début, quand tu arrives dans une boutique, il y a les jours d'arrivage. Donc les jours d'arrivage, il faut nettoyer les fleurs, enlever les tiges, enlever les épines si c'est des roses. Et tu fais ça sur des dizaines et des dizaines de fleurs à la chaîne. Tu les recoupes, tu les mets dans l'eau. Donc il y a toute cette partie-là de manutention en fait. Et après il y a tous les vases, il faut laver les vases presque tous les jours, tous les 2 jours, changer l'eau, enfin vraiment c'est de la manute. Oui, donc ça c'est vraiment au début quand tu te formes. Et puis ensuite, oui, tu dis que c'est physique sur 2 niveaux, je dirais. En tout cas dans ma pratique de mon métier aujourd'hui, c'est physique sur les horaires parce que il faut se lever tôt pour aller acheter des fleurs. Tu vois, par exemple quand je travaille à Paris, ben on va à Rungis pour se fournir en fleurs et le marché de Rungis il ouvre très tôt, il ouvre à 4 heures. Donc il faut aller à Rungis entre 4 et 6 heures quoi pour avoir le matériel que tu veux. Si tu as de la commande, bah, tu récupères ta commande. Si tu veux un peu voir ce qu'il y a sur place, bah, faut arriver assez tôt parce que selon le produit que tu cherches, potentiellement, t'as piqué les meilleures bottes. Donc, ça demande de mettre son réveil matin très tôt. Et puis, il faut partir tôt de Rungis parce que sinon, tu te retrouves dans les bouchons qui t'emmènent à Paris. Et là, c'est la catastrophe. T'as perdu 2 heures de ta journée. Donc, il faut arriver tôt et partir pas trop tard. Donc, ça demande un petit peu, ouais, c'est physique au niveau du sommeil. Et puis après, oui, corporellement, c'est physique aussi. En boutique, il y a cette position debout que tu gardes longtemps. L'hiver, il fait froid, les portes sont ouvertes, il y a pas de chauffage, donc voilà, t'as froid. Notamment dans cette petite boutique dont je te parlais à Milan, là, le patron voulait qu'on laisse toujours les portes ouvertes sur l'extérieur, parce que c'est vrai que quand on fermait les portes, le client rentrait moins. Donc été comme hiver, t'as les portes ouvertes et il fait super froid, t'as les mains dans l'eau, et puis il faut porter pas mal de choses lourdes, et notamment en événementiel, ce que je fais avec Media Studio, bah ouais, tu portes beaucoup de choses lourdes toute la journée. Et puis parfois tu as des positions de travail qui sont pas des positions de travail confortables, surtout quand tu dois installer des fleurs dans un lieu, t'as pas tout le temps une table à la bonne hauteur, parfois t'es accroupi pendant longtemps, enfin voilà. Ton corps est un peu mis à l'épreuve. Et pourtant, malgré tout ça, ça t'a tout de suite plu? Tu t'es dit, Oui, c'est fait pour moi? ouais, malgré tout ça, ça m'a tout de suite plu parce que je suis rentrée dans un monde, en fait, j'ai mis le doigt dans un monde qui m'a fascinée. La matière première m'a fascinée, les sujets sur lesquels je pouvais potentiellement travailler m'ont fascinée, le rapport au client que moi je voulais mettre en place, donc pas en boutique, mais vraiment en événementiel et en scénographie, était super chouette. Tout ce que je voyais, je l'ai trouvé assez extraordinaire pour que les mauvais côtés, entre guillemets, de cette mise à l'épreuve du corps soient balayés. Bah, après, quand c'est fait pour nous, je pense que tout ça, ça passe, à la trappe. Ouais. Tout à fait. On Tout oublie à fait. tout. Je t'avoue qu'il y avait parfois, quand mon réveil sonne à 3h30 du matin, je me dis, mais pourquoi? Je me suis... Et alors, comment tu as pris la décision? Parce que au début, tu fais ça le week-end pour l'aider. Oui. Et comment tu te dis: «Bon, ça y est, je vais changer de vie, je vais faire ça à temps plein, et je vais me former vraiment et ça va être mon métier»? Alors, donc au début, comme je te disais, je faisais ça le week-end. Et puis, à côté de ça, j'avais commencé un peu à réfléchir à quelle était la possible formation, comment j'allais pouvoir financer ou non cette formation, quel était le projet après. En fait, j'ai vraiment eu concrètement 6 mois où j'ai concrétisé ce projet. Donc, j'étais toujours en agence. Le week-end, j'étais chez mon fleuriste, j'étais trop contente. Et à côté de ça, je faisais des recherches sur qui sont les fleuristes à Milan, que font-ils, en tout cas en événementiel. Est-ce que potentiellement je pourrais travailler avec eux? Essayer de commencer un peu à les contacter, voir les formations. Alors, il s'avère qu'en termes de formation, en Italie, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Donc, j'ai choisi de me contacter le CNED en France et de me former au CAP fleuriste français. Puis je m'étais dit, un CAP, ça me servira toujours si un jour je retourne en France et que je dois travailler en boutique, on me le demandera. Et puis je trouve que c'est quand même c'est un diplôme qui avait de l'importance pour moi, donc c'est la direction que j'ai choisi de prendre. Tu l'as fait à distance, du coup? Ouais, ouais, je l'ai fait à distance. J'ai commencé à faire des workshops aussi avec d'autres fleuristes en Italie, sous la forme d'1 heure ou 2 ou 3 ou d'une après-midi. Tu peux être au contact de fleuristes qui te forment à un truc précis. Et donc, au bout de 6 mois, en fait, de ces 6 mois où j'étais là que le week-end, j'avais une idée précise de là où je voulais aller.
Ce qui était sûr, c'est que ça passerait par encore un peu de temps dans cette boutique parce que je m'y sentais bien et que je voyais que la personne qui m'avait embauchée avait potentiellement besoin de moi encore. Donc au bout de 6 mois, je lui ai dit, écoute, voilà, si je démissionne demain de mon agence de pub, est-ce que tu me prends à plein temps? Et il m'a dit, bah banco, sous forme de stage, hein, c'était encore un stage. Donc j'ai continué encore avec lui 6 mois en stage, à plein temps. Et ce qui a été très important pour moi parce que, comme je te le disais, j'ai passé mon CAP avec le CNED, donc ce qui veut dire cours à distance. Et lui, en fait, en boutique, il m'a apporté la partie concrète de la formation. Moi, j'avais mes cours théoriques avec le CNED, les petites vidéos sur la plateforme du CNED, etc. Et lui, en boutique, il concrétisait la pratique, quoi. Et j'ai pu me former comme ça. Et comment a réagi ton entourage alors, ton mari, tes parents C'est pas évident à 30 ans Ouais, c'est pas de se évident. dire je retourne en stage et puis j'apprends tout autre chose. Ouais, tout le monde a été hyper enthousiaste de ma décision. Ouais, j'ai pas eu de réticence du tout. Ils étaient tous. En fait, il y avait aussi le fait que j'étais sûre de ce que je voulais. C'était clair, en fait. Je voulais faire ça et j'allais me donner les moyens de le faire. Je me suis toujours dit, en tout cas au début, je me donne 2 ans pour voir. Et si dans 2 ans, je sens que j'ai fait une erreur, c'est encore temps de revenir en agence de pub. Enfin, j'avais l'impression que 2 ans d'un truc un peu bizarre sur un CV où tu comprends pas trop ce qui s'est passé, mais potentiellement, ça passe. Au-delà de 2 ans, je me disais, bon, ce serait peut-être compliqué, mais voilà. Donc j'avais ce timing de 2 ans. Et c'est comme ça que je l'ai présenté aussi à mes parents, en fait. Je leur ai dit, voilà, je tente ça. Si dans 2 ans, on se rend compte que ça va pas, c'est reparti pour un tour. Et alors, un CAP fleuriste, ça se passe rapidement? Combien de temps ça met à peu près? Ça a pris 1 an en fait, parce que quand tu as déjà ton bac, toutes les matières français, maths, anglais, tout ça, tu le fais pas, donc tu te concentres que sur les matières professionnelles. Et oui, ça a pris 1 an entre mon inscription, les différents stages et le passage du CAP. Ouais, après tu le passes physiquement. Tu t'inscris en candidat libre dans l'académie de ton choix. Enfin, en tout cas, moi, je me suis inscrite dans l'académie de mon choix parce que j'étais résidente à l'étranger. Et tu viens dans le centre d'examen passer ton CAP avec tous les autres petits fleuristes de 17 ans. Et voilà. Tu le recommandes de préparer à distance? Tu trouves que c'est une bonne solution? Alors, j'ai du mal à, enfin, j'ai pas d'autres points de comparaison. Moi, dans ma situation, c'était la configuration parfaite, mais parce que j'avais cette possibilité de faire un stage très long, en fait. Alors, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, les stages n'étaient pas obligatoires. Je crois que ça a changé. Mais pour moi, de toute façon, s'il y a formation à distance, il faut qu'il y ait des stages et de multiples stages pour pouvoir vraiment comprendre le métier. Sans ça, je pense que c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Et tu penses que on peut le cumuler, par exemple, avec un job à temps plein? Par exemple, tu vois, on a son job, tous les soirs, on bosse un peu le CNED et puis on fait un samedi en boutique avec un fleuriste dans son quartier, par Oui, exemple? je pense sur 1 an, c'est jouable comme ça. Après, il faut vraiment se dire que avant le passage du diplôme, il faut se prendre du temps pour bachoter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment du bachotage. Apprendre par cœur le nom des plantes en latin, etc., etc. C'est du bachotage que tu peux faire la dernière ligne droite. Il y a plein de modules comme ça. Si tu te mets dessus 1 mois avant l'examen à fond, t'y arrives. Et après, oui, la boutique c'est important parce que c'est là que tu vas avoir les différentes techniques. Au CAP, on te demande des choses très traditionnelles, hein, donc ça va être le bouquet rond compact, ça va être les compositions piquées dans la mousse florale, c'est des choses assez classiques entre guillemets, des choses que je fais plus du tout aujourd'hui dans ma pratique de mon métier au quotidien, mais c'est important de savoir les faire. Donc ça, je pense qu'il faut ouais, tu les vois en boutique. C'est faisable si on s'y met à fond, ouais. Bah, c'est super intéressant parce que je savais pas que c'était possible, en fait, déjà. Et donc toi, tu t'es formée pendant 3 ans, on va dire, Oui, avant de créer Nebia Studio. oui. Alors, comment tu as pris la décision de rentrer en France, de t'installer à Annecy et de créer, Nebia Studio? Alors oui, alors donc moi, quand je parle de formation, je parle effectivement de formation de 3 ans, mais il est vrai que le CAP, ça a duré 1 an et après, c'est des expériences professionnelles. Donc après ce passage en boutique, comme je te l'ai expliqué le week-end et ensuite à plein temps, je me suis dit qu'il fallait que je commence à me former à l'événementiel et au shooting en stylisme floral parce que c'est ce que je voulais faire en fait. Mais je m'étais pas vraiment fixée de timing. Je me suis pas dit genre dans 1 an t'es prête et tu te lances à ton compte. Je me suis un peu laissée aller au gré de l'eau. Et en fait, c'est un peu les différentes rencontres que j'ai faites qui m'ont ouvert des opportunités. Donc la première étape, c'était que j'avais repéré à Milan plusieurs studios de design floral qui me plaisaient beaucoup. Milan, c'est une ville qui vit un peu au gré des Fashion Week, des Design Week, de toutes ces weeks qui se succèdent toute l'année. Et c'est aussi une ville où il y a pas mal de boutiques de luxe.
En somme, c'est une ville avec un beau pouvoir d'achat pour les fleurs. Et donc, il y a des studios de design floral super chouettes avec des clients qui permettent d'avoir des projets intéressants. Donc, j'en avais comme ça, on va dire, spoté quelques-uns. J'ai envoyé mon CV à tous. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils m'ont tous répondu. Mais pas parce que je suis la meilleure fleuriste de Milan, je ne pense pas, mais parce que je crois que pour l'Italie, j'avais un profil improbable. En tout cas, à La l'époque, française? la française qui a travaillé dans la publicité et qui tout à coup est fleuriste, je pense que c'est un peu improbable. Aujourd'hui, en Italie, il y a, mais d'ailleurs, je l'ai ressenti quand j'ai annoncé à la boîte dans laquelle je bossais que je voulais devenir fleuriste. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais devenue mais folle alliée quoi. Genre vraiment, mais pourquoi? Mais parce que je pense que, et ça a peut-être un petit peu changé aujourd'hui, mais à l'époque en Italie, tout ce retour vers l'artisanat qu'on connaît en France depuis quelques années, il était encore à ses prémices. Et donc, oui, quand tu annonces après une carrière dans une grande entreprise que tu veux devenir artisan fleuriste, on comprenne pas trop. Oui, parce que c'était en 2018 et bon, c'est vrai que même en France, je pense qu'avant le Covid, c'était quand même déjà beaucoup plus rare, les reconversions. Ouais, Il y a eu un avant-après, je pense quand même. moi, j'ai l'impression, mais peut-être parce que c'est un sujet qui m'intéressait depuis longtemps, mais j'ai eu quand même l'impression qu'il y avait un petit retour. Enfin, je le vois même dans ma promo de mon école de communication. C'est rigolo de voir ce que font les gens aujourd'hui. Et les personnes qui se sont reconverties ont ouais, tous plus ou moins pris cette décision, ouais, à peu près quelques années avant moi ou après ou dans ces eaux-là. Bah, en général, il y a deux caps, il y a 30 ans et 40 ans. Ouais, Je pense que c'est un peu les moments bilan de ta vie. Bon, moi, c'est pareil, j'avais 27 ans quand je suis partie, mais c'était un peu en prévision de mes 30 ans. Je m'étais dit, il faut qu'à 30 ans, j'ai quelque chose que j'aime et ma nouvelle vie. Donc, je pense qu'il y a toujours un petit moment bilan, en fait. j'espère que tout ne va pas encore changer à l'aube de mes 40 ans parce que c'est dans pas, c'est dans pas si longtemps finalement. Donc, je sais plus ce que je te disais. Que à Milan, c'était très bien vu ton profil Que atypique. c'était en tout cas peut-être pas bien vu, mais ça a interpellé. Donc ça m'a permis d'avoir une porte d'entrée dans les trois entreprises que j'avais visées. Et au final, deux m'ont proposé un poste, l'un plus en freelance qui aurait peut-être une évolution sur un temps complet, et l'autre clairement un temps complet tout de suite. Et donc j'ai choisi le temps complet, mais pas parce que c'était un temps complet, mais parce que la configuration du studio me plaisait. C'était un studio assez jeune qui avait été créé il y a pas très longtemps. Je voyais qu'il y avait des opportunités pour que ça se développe encore plus. Et je m'étais dit que l'autre c'était plus une grosse machine, très hiérarchisée. Ouais. T'avais la partie des designers qui faisaient que le design et la vente de devis. Après t'avais les petites mains qui faisaient la réalisation. Enfin, c'était une entreprise très structurée. Et je me suis dit, si je rentre là-dedans, on va me mettre une case et je vais être dans cette case-là. J'apprendrai tout ce qu'il y a à apprendre dans cette case-là, mais je pourrais pas trop naviguer. Et dans cette dans cette entreprise à taille plus petite, j'avais l'impression, et ça s'est avéré vrai, qu'en rentrant et en montrant tout ce que je savais faire, parce que je savais être fleuriste un petit peu, mais je savais faire aussi d'autres trucs, la gestion de projet, etc., j'allais peut-être pouvoir apprendre plus rapidement plein de choses. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, puisque je suis rentrée en tant que fleuriste. Et très rapidement, ben, j'ai été en charge de d'autres choses. J'ai géré mes clients de A à Z, les devis, l'achat des fleurs sur pratiquement tous les projets transversaux. Enfin, très rapidement, en fait, ils ont vu que j'étais une fleuriste junior avec d'autres skills qu'ils pouvaient exploiter, quoi. Donc, ça a été top pour ça. Et c'est vraiment le poste qui m'a permis de poser les fondations de Nebia, alors même que je ne savais pas que Nebia existerait un jour, en fait. Parce que chez eux, j'ai pu apprendre mon métier, quoi, et mon métier d'entrepreneur et mon métier de fleuriste. Ça t'a donné envie d'être à ton compte à ce moment-là? Oui, ça m'a clairement donné envie d'être à mon compte. Ça m'a ouvert les yeux sur les opportunités et les limites du fait d'être à son compte. Mais oui, très vite, en fait, j'étais frustrée que ce soit pas moi, enfin que ce soit pas à moi tout ça, que c'était moi j'étais finalement que leur employé quoi. Même si je les adore et qu'ils m'ont fait confiance sur plein de sujets, etc. Ça restait leur entité, leur identité, leur nom, ça restait leur bébé quoi. Et alors, comment vous avez pris la décision de rentrer en France? Eh ben, c'est une décision qui s'est prise après le Covid, parce qu'on Ouais. a vécu un Covid en Italie avec mon mari Paul. Ça n'a pas été très rigolo. Professionnellement, c'était hyper compliqué et pour lui et pour moi. Parce que moi, évidemment, dans l'événementiel floral, tu t'imagines bien qu'on a été les premiers à pas travailler, à arrêter de travailler. Alors que le monde entier continue à faire comme si de rien n'était. Nous, ça faisait déjà un moment qu'on avait compris qu'il y avait un souci. Donc, l'entreprise a été arrêtée. Et elle a eu du mal à reprendre en fait cette entreprise parce que même quand les premières vagues sont passées et que ça a réouvert, qu'on a recommencé à faire des événements, les clients avaient du mal à investir sur la déco parce que potentiellement du jour au lendemain ça s'arrêtait.
Et du coup, ça a été une période pour eux, pour cette boîte dans laquelle je bossais, hyper compliquée. Ils ont eu la gentillesse de me rappeler, donc je suis retournée travailler, mais je faisais plus de fleurs en fait. Je m'occupais des réseaux sociaux de la boîte. Enfin, Ouais, tout est passé digital, ouais. ouais, ils me trouvaient des petites missions pour me garder sous le coude, quoi. C'était adorable de leur part, mais concrètement, on faisait plus beaucoup d'événements floraux, quoi. On essayait de survivre un peu, mais voilà. Et en fait, on a pris cette décision avec Paul à ce moment-là. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en Italie? Et on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. On est loin de nos familles, on est loin de tout. Et en fait, à l'époque, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas d'issue, en fait. Il n'y avait pas de fin. Et c'était trop incertain en fait pour qu'on. En tout cas, moi, je voulais pas rester dans cette incertitude-là, loin de ma famille et loin d'un pays que je connais. Parce que en Italie, bon, ça reste, on est en Europe, ça reste un pays très proche de la France culturellement, administrativement, enfin sur plein de sujets. Mais malgré tout, quand tu es un étranger, l'administration italienne, elle est difficile à comprendre. Les rouages de tous ces trucs administratifs, c'est super compliqué. C'est déjà compliqué pour un Italien. Donc pour un Français, enfin pour moi, qui est déjà aussi une petite phobie administrative, il y avait des choses qui me paraissaient, mais ça me donnait des palpitations. Et donc bref, ce climat d'incertitude a fait qu'on s'est dit rentrons à la maison. Annecy, c'est la ville où est né mon mari. C'est une ville à laquelle on avait pensé déjà quelques années auparavant, mais moi j'étais pas prête pour une petite ville tout de suite. Donc on était passé de Paris à Milan. Et là en fait j'étais prête. Et puis je m'étais dit, Annecy, c'est une chouette ville, peut-être qu'on y fera un enfant, peut-être que je lui montrerai ma boîte, peut-être. Et puis tout s'est avéré, voilà. Les prévisions se sont concrétisées. T'as lancé Nebia Studio à Annecy donc en 2021. Donc ça fait de 2 ans et demi, hein, c'est ça à peu Oui, c'est ça, un près. peu plus de 2 ans et demi. Et alors, comment tu t'organises? Parce que donc toi, tu fais surtout des projets pour des showrooms de grandes marques, du luxe, des événements pour la mode, tu fais aussi des mariages. Oui, Et comment tu t'organises pour tout faire de Annecy? Parce que sur le papier, un peu, ton job, ça paraît plutôt faisable de Paris, comme tu travailles pour des gros événements, des grosses marques. oui, mais Comment oui. tu fais? C'est possible? Alors moi, pour l'instant, tel que Nebia est née et a grandi, je travaille toute seule au quotidien. Donc Ouais, ok. c'est-à-dire que sur toute la partie relation client, conceptualisation d'un projet, enfin d'une proposition créative, devis, etc., je suis toute seule. Après, dans la pratique et dans la logistique et dans le jour J, quand il faut amener les fleurs quelque part et fabriquer quelque chose, je suis rarement seule. Et là, je fais appel à un réseau de freelance que je construis, que je continue à construire, qui existe, que ce soit à Paris, que ce soit ici à Annecy, dans le sud de la France ou ailleurs, quand j'ai des événements ailleurs. Donc, je suis jamais vraiment seule, en tout cas dans l'opérationnel, dans l'installation. Mon activité, elle se divise vraiment en plusieurs secteurs. Donc, comme tu l'as dit, il y a le mariage, qui, pour l'instant, comme je l'envisage, est une activité très locale que je développe ici à Annecy. Il peut m'arriver de faire des mariages dans le sud de la France ou à Paris. On va dire que le gros de mon activité, elle est ici à Annecy. Donc, je sais que sur le mariage, c'est une activité très saisonnière. Donc, de mai à septembre, mon camp de base, c'est plutôt Annecy. Il peut m'arriver sur cette période d'accepter d'autres jobs hors mariage ailleurs, mais la priorité, ça reste quand même du mariage. Et puis de septembre à mai, je développe tous les autres projets. Et donc là, c'est un moment où je suis un peu plus mobile. Donc la semaine dernière, j'étais à Paris pour un projet. Juste avant, j'étais à Cannes pour un autre projet. En fait, j'arrive à être nomade. Et c'est ce que j'aime aussi dans mon métier, en fait. C'est le fait de pouvoir bouger à droite à gauche. Mais ça demande pas mal de logistique. Et c'est là où je remercie mes années de production de contenu dans la pub, c'est que je pense que ce qui pour certains semble compliqué, bah pour moi finalement c'est juste ce que j'ai appris à faire avant dans mon autre carrière, appliqué à mon nouveau métier. Donc trouver des solutions aux problèmes, trouver des solutions logistiques, pratiques. C'est vrai qu'on n'imagine pas toute l'organisation qu'il y a derrière un shooting, en fait, parce que même chaque petit accessoire, bah, il faut y avoir pensé, l'avoir prévu. Et puis en plus, au-delà enfin c'est plus même toute l'organisation qu'il y a derrière le fait de travailler la fleur comme matière première, parce que c'est une matière première périssable, que il y a des contraintes. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de travailler sur un devis potentiel, un projet potentiel à Paris, pour lequel je dois avoir beaucoup de roses. Et en fait, tu peux pas arriver le matin à Rungis, acheter tes roses et l'après-midi les livrer au client et faire ton install. Parce que les roses, quand tu les achètes, elles sont super fermées.
Donc ça veut dire qu'il faut les acheter en amont, les préparer, les mettre en eau, attendre qu'elles s'ouvrent pour pouvoir ensuite les installer, enfin construire ton install avec le stade d'ouverture de la rose qui te convient. Et en fait tout ça, il faut y penser. C'est pareil, par exemple le glaïeul, qui est une fleur que j'adore, quand je l'utilise sur des mariages, je l'achète vachement plus en amont que le reste de mes fleurs, parce que le glaïeul, je sais qu'il va mettre 4 jours à s'ouvrir comme je le voudrais avant que je puisse l'utiliser. Donc j'ai un jour d'arrivage spécial pour mes fleurs qui mettent du temps à arriver et un jour d'arrivage pour les autres fleurs. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là, en fait, qui sont très pratiques, mais qu'il faut garder en tête quand tu travailles une matière première comme celle-là. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que tu n'as pas du tout la boutique physique avec des clients particuliers qui viennent t'acheter des bouquets, en fait. Ouais, absolument. Et ça, souvent, les gens ont du mal à le comprendre quand j'explique mon activité. On me dit: «Ah oui, mais alors elle est où ta boutique?» Et je dis: «Bah, je n'ai pas de boutique». «Ah bon, mais comment tu fais pour travailler?» «Ben, je travaille quand même. J'ai pas de boutique parce que c'est pas comme ça que j'aime mon métier, alors oui, je peux faire du bouquet, bien sûr, mais je pense que pour avoir une boutique, il faut être fleuriste et commerçant de proximité, donc lieu de sociabilité aussi, de quartier. Et ça, je trouve ça génial en tant que consommatrice, mais c'est pas comme ça que je vois mon métier. Je l'ai vu quand tu vois, je faisais des stages en boutique. T'as toujours la petite mamie du coin qui vient papoter tous les jours. Tu passes du temps avec elle. C'est un autre métier. Mais c'est tout à fait un autre métier. Moi, j'aime bien les relations clients, mais parce que aussi, je pense que je viens du secteur dont on a parlé avant. J'aime bien les relations clients où tu envoies des briefs, tu réponds à des mails, tu fais des devis sur ton ordinateur. Enfin voilà, j'aime bien cette relation client-là en fait. Comme quoi, tout n'était pas à jeter de ta vie Ah mais précédente. Et à tel point que, tu vois, c'est une chose à laquelle j'avais pas du tout pensé quand j'ai fait mon petit plan de carrière là pendant ces 6 mois. C'est que les premières personnes qui m'ont fait travailler quand je me suis lancée, c'est mes anciens collègues en fait. Et oui, c'est génial. Enfin, en fait, une vie professionnelle, elle est jamais vraiment segmentée. Tout n'est pas cloisonné. Et je pense qu'effectivement, si demain j'avais ouvert un resto, ben oui, peut-être que mes anciens collègues seraient venus manger à ma table. C'est-à-dire que je fais des fleurs, donc mes anciens collègues me sollicitent pour leurs projets. Et Oui, c'est un chemin. c'est un chemin, ouais. Et je pense que au début, quand on est dans un processus de reconversion, on a cette idée que tout ce qui est avant, on le balance et que tout ce qui est après, c'est nouveau. En fait, c'est pas si noir et blanc, quoi. Il y a une zone grise en tout cas, dans mon cas, il y a cette zone grise où les deux en fait sont très liés. Oui, et c'est pas que du temps perdu finalement sa première carrière parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris qui peuvent nous servir, après. Et alors, tu as sorti récemment ton premier livre, Oui, donc ça s'appelle Design floral aux éditions Erol. ouais. Donc c'est impressionnant parce que, tu t'es reconvertie, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 5 ans à peu Oui, près? ouais, oui, oui. Voilà, donc 5 ans après, les éditions Erol te contactent pour, sortir ton livre qui vient de sortir là, c'est très, Oui, très il y récent. a 2 semaines ou enfin ouais, c'est très récent. Alors, comment ça s'est passé, pour toi, quand ils t'ont contacté, quand tu as rédigé? Puis là, j'imagine, tu vas faire d'ailleurs à Paris tes premiers signatures de Ouais, livres. Comment ça se passe, j'imagine? Tu dois être excitée? je suis à la fois excitée et terrorisée, vraiment terrorisée, parce que 5 ans, comme tu dis, c'est peu en fait. Tu te sens pas légitime au début, un peu? C'est ça. En fait, quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit génial, ok, super. Donc j'ai pensé à tous les livres incroyables sur les fleurs que j'ai dans ma bibliothèque, et j'ai eu un mari libraire, donc autant te dire que j'ai beaucoup de livres et beaucoup de livres sur les fleurs. Et en fait, je me suis tout de suite comparée à ces ouvrages-là. Et je me suis dit, mais enfin, en fait, non, je peux pas faire ça. Enfin, c'est pas maintenant. Peut-être dans 10 ans, mais pas maintenant. Enfin, je me sentais pas du tout, comme tu dis, légitime, prête en tout cas. Mais après, j'ai fait un petit pas en arrière et je me suis dit, bon, quand même, c'est une opportunité génialissime. Tu ne peux pas ne pas dire oui. Faut juste envisager les choses un peu différemment. Donc moi, je me positionne aujourd'hui comme quelqu'un qui a fait une reconversion professionnelle récente, qui a le parcours dont on parle, qui est encore très jeune. Et ce que je propose à travers ce livre, c'est ma vision de mon métier à un instant T. Peut-être que dans 3 ans, je dirais, mais en fait, tout ce que je vais vous raconter, finalement, c'est plus du tout comme ça que je vois les choses. Enfin, tu vois, ce livre, c'est un témoignage de ma réalité. Oui, une photo à un moment donné, quoi, un Voilà. peu, Et c'est surtout pas ouais, je suis pas un fleuriste une avec encyclopédie. une encyclopédie sur l'art floral, quoi. Je l'ai envisagé vraiment comme un guide pratique. Moi, j'ai un peu manqué de ça quand je me suis lancée. On trouve plein de livres sur comment faire des bouquets, comment associer les couleurs, plein de choses très théoriques, mais il n'y avait rien de disponible très concret en fait. Donc dans cet ouvrage-là, j'ai voulu parler de choses très concrètes. J'explique comment je fais mes devis, j'explique les mood boards, j'ai pris quelques cas
de clients avec qui j'ai travaillé, où je refais un petit déroulé des différentes étapes. Enfin, j'ai voulu être le plus transparente possible sur mon activité. Donc du coup, c'est un livre qui est quand même très axé sur les personnes qui auraient des envies professionnelles dans la fleur, ou en tout cas soit qui les concrétisent, soit qui sont en train de se poser des questions. Mais c'est clairement un ouvrage pour cette niche-là, en fait. Et c'est un ouvrage qui est il y a beaucoup de textes, il y a très peu d'images, c'est un peu mon regret. Mais c'est un manuel, quoi. C'est un peu un manuel. Et t'expliques aussi comment faire un peu des designs pour des personnes qui voudraient se lancer? Oui, oui, oui. En fait, on a choisi qu'il y ait une partie un peu de tuto. Donc, Ouais. il y a, je sais plus combien il y en a, 7 ou 8, peut-être 9, je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai choisi quelques techniques que je mets en avant. Il y a une chose importante que j'ai pas dite, c'est que à la création de Nebia Studio, j'ai décidé de faire partie du collectif de la fleur française, qui est un collectif qui met en avant l'utilisation de fleurs qui ont poussé sur notre territoire et qui met aussi en avant une certaine idée de notre métier, c'est-à-dire une idée plus éco-responsable. Donc les techniques dont je parle dans mon livre sont des techniques éco-responsables dans le sens où on n'utilise pas de mousse florale, qui est un matériau qu'on utilise beaucoup en fleuristerie, qui est assez polluant, enfin même très polluant. Donc des techniques qui se passent de ce matériau-là, et qui mettent en avant voilà des tips pour essayer d'être le plus éco-responsable possible dans notre activité, sachant que l'éco-responsabilité, même moi je le vois encore aujourd'hui, c'est pareil, c'est un chemin. Ma pratique de mon métier, elle tend vers quelque chose de plus propre et de plus conscient, mais j'ai encore plein de choses que je peux améliorer. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Oui, c'est vrai qu'après, il y a comment on dit, un peu les meilleurs élèves d'éco-responsables qui vont te dire: Ouais, «Ah, mais rien que de couper des fleurs, c'est pas mais possible». exactement. Mais exactement. Donc je comprends les disclaimers. C'est là même tout le problème. C'est est-ce que, voilà, si tu veux être vraiment éco-responsable, peut-être qu'il ne faut juste pas pratiquer ce métier. Donc voilà, il faut savoir mettre son curseur où on le souhaite et puis déplacer ce curseur. Donc dans le livre, c'est plutôt des techniques qui vont dans ce sens-là. Je mettrai le lien pour les auditeurs qui voudraient commander ton livre. Oui. Et alors, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Eh ben, mon plus grand rêve professionnel, je pense que je suis un peu à un moment charnière de mon activité, où aujourd'hui, je vis de ma profession. Je vois les évolutions possibles et je vois que ce que je fais, ça fonctionne et que je pourrais avoir des marchés plus grands. Je commence à atteindre les limites de ce qu'il est possible de faire humainement en étant seule, mais je n'ai pas encore les ressources pour pouvoir employer. Donc, je suis vraiment dans une espèce d'entre-deux où je sais qu'il faut que très rapidement. Enfin, je sais que pendant une période plus ou moins longue, j'espère qu'elle sera pas très longue, mais je vais cravacher beaucoup seule et que peut-être qu'au bout de ça, il y aura la possibilité d'avoir quelqu'un avec moi. Donc, je dirais que ouais, pour l'instant, le rêve, le plus grand rêve, ce serait d'arriver à structurer mon entreprise pour pouvoir embaucher et arrêter de travailler seule. Parce qu'en fait, j'ai adoré ces 2 ans et demi à travailler toute seule, mais j'arrive un peu à la limite de ce qui est possible humainement, je te le disais, en termes de temps, mais aussi créativement, je trouve ça difficile d'avoir personne avec qui se confronter. J'ai 1000 idées à la minute, mais j'ai personne pour me dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée, et hyper difficile. Et là, tu vois, j'ai eu une jeune femme qui m'a suivie pendant tout l'été, avec qui j'ai travaillé, elle a fait un stage chez moi, et ça s'est super bien passé, et ça m'a vraiment donné envie, tu vois, d'avoir quelqu'un avec qui travailler. Et donc j'en suis là. Mon plus grand souhait, ce serait d'essayer de trouver comment ne plus être seule, en fait, dans mon activité, pour pouvoir en fait, Nebia Studio, c'est mon bébé, mais je serais contente de le partager avec quelqu'un qui y croit autant que j'y crois, tu vois. Bah, c'est vrai qu'il y a toujours un moment charnière où justement tu gagnes bien tout seul, mais pas assez pour avoir quelqu'un. Et si t'embauches, bah du coup toi t'auras moins. Et c'est toujours un peu Ouais, l'entre-deux en fait. Mais en même temps, si on veut se développer, je sais que moi j'ai eu beaucoup d'invités qui nous l'ont dit, il oui, faut grossir parce qu'au bout d'un moment, on n'a que 24 ans dans une journée. exactement. Et on en a encore moins quand on a un petit bébé de 1 an, en fait. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de bien m'entourer. Et je pense que c'est vraiment la clé, en fait. C'est de s'entourer de personnes bienveillantes, de s'entourer de personnes de bons conseils, de s'entourer de personnes qui sont qualifiées sur des points où toi, tu n'as pas d'expertise. Parce que effectivement, en fait, ça prend du temps d'apprendre à faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc, soit tu décides que ça vaut la peine d'apprendre à le faire, et du coup, c'est du temps que tu ne passes pas à développer des choses que tu sais faire. Soit tu il y a quelqu'un qui sait très bien le faire à ta place, une personne parfaite et qui va pouvoir voilà t'accompagner. Donc je pense que quand on se lance, il faut vraiment réfléchir à quelles sont les personnes ressources autour de soi, qui sera assez généreux pour pouvoir partager une expérience. Enfin vraiment, je pense que c'est ça la clé.
Et puis surtout, il faut provoquer un peu les occasions. Enfin, moi, je le vois dans mon parcours, j'ai l'impression que tout fonctionne plus ou moins correctement et que tout coule de source depuis que j'ai décidé de faire ce métier. Mais parce qu'en fait, j'ai rencontré sur la route plein de personnes qui m'ont aidée. Et elles m'ont aidée parce que je me suis ouvert à elles, en fait. Si tu restes dans ton coin à faire ton petit truc derrière ton petit ordinateur, sans parler aux gens, en vrai, ben, il se passe moins de choses que quand tu vas vers les gens, en fait. En tout cas, c'est ce que je vis. Il y a un proverbe comme ça que j'aime bien, c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Faut dire que quand toi t'es prêt, en fait, finalement, tu vas avoir les personnes qui vont t'apprendre et qui vont t'aider. Et c'est aussi, parfois, je sais pas, tu vas dire quelque chose, la personne, elle va te répondre, mais tu vas pas comprendre, en fait, le message. Et quand tu es prêt, bah là, ça va se réaliser parce que tu vas saisir ce que la personne, elle veut dire. Et du coup, tu vas dire, ah bah oui, et si on faisait quelque chose, et tout va s'enchaîner, en fait. C'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis depuis que j'ai décidé d'être fleuriste, en fait, depuis ma reconversion. Et encore plus depuis que j'ai créé Media Studio. C'est assez fou. Et j'ai jamais dans ma vie professionnelle rencontré autre, enfin, comment dire. Mais parce que je pense que enfin je fais quelque chose que j'adore, même si j'aimais ce que je faisais avant, mais là juste, je suis passionnée par mon activité et je rencontre que des gens passionnants autour de moi. J'ai l'impression que je suis un bisounours qui vole dans les airs sur son petit nuage. Enfin, c'est assez fou en fait. Je rencontre vraiment des gens géniaux avec qui on partage la même passion. Mais parce que je pense aussi que le monde de la fleuristerie, c'est un petit monde et encore plus, tu vois, au sein du collectif de la fleur française où on défend les mêmes valeurs, etc. Et donc du coup, les points de contact se font entre personnes qui défendent les mêmes valeurs et qui croient en mêmes choses. Et ce réseau-là de personnes bienveillantes, voilà, il existe concrètement. Après, je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, qu'on est passionné, on rencontre d'autres personnes passionnées et c'est toujours super intéressant en fait parce que quand tout le monde est heureux de faire son job, ça n'a rien à voir en fait. C'est sûr. Alors, je te dis pas qu'il y a des moments difficiles, enfin, ce serait faux de dire que tout va bien. Il y a parfois des moments difficiles et des moments de doute, mais je pense que c'est normal. Ouais, c'est moins important. Tous ces moments, en fait, sont tellement... Ça t'apporte tellement de bonheur que finalement, ces moments-là, ça compte moins, en fait. Ouais. Un grand merci, Justine. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux, ton livre, pour les auditeurs qui voudraient aller voir ce que tu fais, parce que moi, vraiment, j'adore. C'est hyper coloré. Un Merci. grand merci pour tout ce que tu as partagé. Avec grand plaisir. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.